transmission mixte, mais... Oui. On voit le diapo. Ouais. Alors, attendez, il faut peut-être refaire le partage. Pourtant, moi, il est marqué comme activé là, mais je vous le retrouve. On redémarre. Vous me direz. C'est bon? Oui, merci. Donc, je reprends sur ces indications sur les transmissions mixtes. Bien sûr que l'indication de conduction osseuse s'adresse aux chelets de transmission mixte, mais uniquement lorsque la voie aérienne est impossible. Soit par l'importance d'urine, qui rend la voie aérienne trop compliquée, soit par la contre-indication de la fermeture de l'oreille avec un embout dans le conductif externe. Mais toujours se souvenir que sur des surdités mixtes ou de transmission modérée, où on peut fermer l'oreille, tous les appareils en conduction aérienne ont des bandes passantes et des performances qui sont supérieures à celles des systèmes en conduction osseuse. Une des raisons de base, c'est qu'un système en conduction osseuse, même s'il est mis des deux côtés sur une paire bilatérale symétrique, ne donne pas une réelle binauralité, une réelle stéréophonie, car vous n'avez pas l'indépendance fonctionnelle des deux oreilles. On a vu notamment que pour les localisations et les démasquages, on travaillait beaucoup sur ces ITD, ces ILD, ces différences interorales de temps et d'intensité, mais il ne faut jamais oublier que quand vous avez par exemple un implant osseux des deux côtés, et bien en fait l'oreille gauche va envoyer le son à l'oreille gauche, mais aussi à l'oreille droite par le transfert transcrânien, et que l'oreille droite va envoyer bien sûr à l'oreille droite, mais aussi à l'oreille gauche, toujours par le transfert transcrânien. Et donc, ces transferts transcrâniens vont d'abord nécessiter un réglage très différent d'une CO bilatérale par rapport à une CO unilatérale, et on perd de l'indépendance fonctionnelle, donc on perd de la binauralité. Et puis la deuxième indication, ce sont les cophoses unilatérales qu'on a abordées un petit peu tout à l'heure suite à la question, ce qu'on appelle les SSD, pour Single-Sided Deafness, qui nécessite une CO contralatérale normale ou subnormale, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'aller mettre un cross osseux sur une oreille opposée qui est déjà très touchée sur le plan de l'oreille interne est quand même très touchy parce que vous savez que votre cross peut être inefficace au bout de quelques temps et doit se faire systématiquement avec un essai d'un cross aérien préalable. C'est-à-dire qu'une solution non invasive doit toujours être proposée avant l'intervention, avant d'intervenir sur ces de cross osseux. Quel est aujourd'hui le processus habituel d'adaptation? En préopératoire, bien sûr, une audiométrie tonale refaite en aérienne et en osseuse, une discussion où on va présenter tous les systèmes, que je vais vous présenter aussi bien sûr, un bilan d'orientation prothétique oreille nue versus un système existant, à chaque ponton, on va oublier l'alpha qui n'existe plus, j'en dirai un mot, sur un bandeau ou un serre-tête, donc sur un système permettant d'essayer l'implant osseux sans intervention, comme on met aux enfants sur les bandeaux. Et on va travailler avec des gains prothétiques, avec toujours haut-parleur à 0 degré, à 1 mètre, à hauteur d'oreille, un gain tonal qui se fait en son vobulé toujours, un gain vocal, alors là j'avais mis Bosma parce que c'était pour l'enfant, mais bien sûr on adapte la liste vocale à l'adulte, et avec un masquage contralatéral si nécessaire. Alors petit mot pour ceux qui font beaucoup d'audiométrie, ce masquage contralatéral, quand vous travaillez en conduction osseuse, il est très particulier. Parce que si vous mettez un masquage dit actif, c'est-à-dire que si vous mettez votre casque d'audiométrie pour envoyer du bruit, comme vous faites en audiométrie conventionnelle, souvent le niveau de bruit que vous allez envoyer va retentir sur l'oreille opposée que vous voulez tester. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Et donc, vous allez pénaliser votre résultat. Donc, on va préférer ce qu'on appelle des masquages passifs. C'est pour ça que ce sont des tests qui se font plus chez l'audioprothésiste, où on va faire un moulage de l'oreille qu'on veut masquer pour la boucher complètement. Dans le pire des cas, vous pouvez mettre une boule pièce très obturante pour déjà créer un masquage. Mais attention, quand vous mettez du bruit, si vous dépassez 45-50 décibels de bruit sur l'oreille que vous voulez masquer, vous avez un retentissement vers la conduction osseuse par transfert transcrânien opposé. Dans le cas de la surdité unilatérale, le bilan change complètement, puisque bien sûr, le gain tonal n'a plus d'intérêt. Donc, on va travailler avec des tests très précis d'évaluation du bénéfice binaural, qui sont les tests de Hirsch, les tests des Squelch tests, et les tests de vocal dans le bruit qu'on a vu, Matrix ou VRB.
Et on peut très bien, pour faire un test en environnement quotidien, prêter un bandeau ou un serre-tête pour l'adulte et le grand enfant à la maison pendant quelques jours pour que les gens voient un petit peu ce que ça donne. On va revenir sur les tests un petit peu après. Donc ces tests pour évaluer le bénéfice binaural, très important pour l'écophose unilatérale, mais également sur les indications classiques. Le Hirsch et le Squelch, globalement, ou le HINT, qui est un test dans le bruit, sont des tests visant à mesurer le démasquage binaural. Donc c'est basé sur le principe que la compréhension de la parole est meilleure sur quelqu'un qui a une audition bilatérale saine lorsque le bruit est frontal et la voix décalée vers l'oreille, ici, qui n'entend pas. Donc on va faire quoi? On va mettre notre patient en face d'un haut-parleur sur lequel on va envoyer du bruit à 65 décibels. Et sur l'oreille sourde, du côté de l'oreille sourde, celle sur laquelle on va mettre notre BHA sur cophose unilatérale, on va envoyer des mots. Et on va faire le test sans appareil, puis avec notre bandeau de test. Et il faut qu'on démontre une amélioration. Ça, c'est pour démontrer que ce transfert se fait bien et que mon patient a une amélioration dans ce genre de cas. Et ensuite, on va démontrer la non-nocivité, c'est le squelch, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Je vais mettre la voix en face, donc que le patient entend très bien parce qu'il va l'entendre avec sa bonne oreille, et je vais mettre du bruit du côté qui n'entend pas. Et je vérifie que le fait de lui mettre un appareil, un cross du côté de l'oreille qui n'entend pas, ne lui rajoute pas un niveau de bruit qui va le perturber trop pour la perception de la parole. Donc on va mesurer la non-nocivité du système. Et c'est le cumul de ces deux tests qui me donne qui m'anticipe le bon résultat d'un cross osseux ou d'un cross aérien, puisque le cross aérien a exactement les mêmes formes de tests. Le HINT, c'est un test dans le bruit qu'on pouvait utiliser, mais maintenant qui est remplacé beaucoup par le Matrix et le VRB, qui sont des tests normés. C'est une vocale dans le bruit, cette fois-ci d'efficacité, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il existe encore des appareillages conventionnels en conduction osseuse, notamment ce qu'on appelait les lunettes osseuses. Il y a encore un fabricant allemand, notamment, qui en fait, qui s'appelle Brukhoff, que vous voyez ici, qui était pas mal. Ça donnait, je vais passer très vite, vous verrez pourquoi, mais ça donnait, vous voyez ici, chez une jeune fille dont je m'occupe, esthétiquement, c'était tout à fait acceptable. Elle avait un résultat qui était pas mal. Alors, on a toujours l'inconvénient de ces lunettes osseuses qui appuient très fort sur la mastoïde ou le temporal et qui sont gênantes au bout d'un moment, qui tombent souvent en panne, qui sont dépendantes du type de lunettes qu'on utilise. Mais comme elle refusait absolument, c'est une aplasie mineure, cette petite, elle refusait obstinément une implantation à son âge. Et donc, ce système de lunettes osseuses, il y a convenu. Pourquoi je n'en parle plus? D'abord parce qu'il faut être honnête, sur des aplasies plus importantes, vous voyez qu'on voit ici à gauche, on a des vrais problèmes parce qu'il faut faire tenir les lunettes donc avec des gros élastiques. Donc c'est vrai que ce n'était pas un système idéal, mais pour autant, il répondait à une demande. Mais le vrai problème, c'est que comme ces systèmes osseux étaient des systèmes, étaient des systèmes avec des performances techniques modérées, ils ont été totalement déremboursés depuis la loi 100% santé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus les acheter en France, on peut les acheter à l'étranger, et ils ne bénéficient d'aucun remboursement. Donc ce qui les a complètement sortis de la gamme. Idem pour un essai qu'avait fait Medel d'un système sur adhésif, que vous voyez ici sur une petite fille dont j'ai vu avec une grosse malformation crânio-faciale, mais le résultat ici n'était pas mauvais. C'était une petite fille sur laquelle on ne pouvait pas mettre de BHA parce qu'on n'avait pas une épaisseur suffisante osseuse, et donc cet adhésif lui rendait service et on ne peut plus lui changer aujourd'hui. Donc elle est revenue au bandeau, mais pas avec plaisir. Donc ça, c'est un problème. Ce déremboursement nous a enlevé un petit peu quelque chose de notre arsenal. Pour autant, la référence sur le plan efficacité sont les systèmes de BHA Ponto, qui sont tous les systèmes de processeurs qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on peut mettre sur bandeau serre-tête, qu'on connaît bien chez l'enfant, mais qui sont applicables à l'adulte, même si l'adulte le met très peu parce que c'est très moche. Et il y a Cochlear qui a sorti aujourd'hui un nouveau système qui s'appelle le Sandark, qui est une sorte de petit casque inspiré des casques de musique en conduction osseuse, relativement discret et très efficace, et beaucoup mieux que le bandeau pour les gens qui ne souhaitent pas se faire opérer ou qu'on ne peut pas opérer. Et puis on se sert beaucoup de ce système pour faire les tests préopératoires maintenant. C'est beaucoup plus agréable pour les patients que le bandeau.
Donc ça, c'est une vraie réussite, ce petit sans marque. Bien sûr qu'on est moins performant que l'implant, on est même un peu moins performant que le bandeau, mais le confort est nettement supérieur. Et bien sûr, on peut le mettre avec un processeur unilatéral ou bilatéral. Ce qui est important de comprendre, c'est que le processeur, c'est-à-dire l'appareil en lui-même que vous voyez là, est exactement le même pour les systèmes sur bandeau et sur serre-tête que pour les implants réels. On utilise le même système pour le test. Alors, on va distinguer deux types de systèmes qui sont d'abord les systèmes percutanés, c'est-à-dire qui traversent la peau, qui sont ceux avec piliers que vous connaissez probablement maintenant très bien. À tout seigneur, tout honneur, on va parler de Cochlear avant parce que ce sont eux qui ont été les premiers à commercialiser le système, ou plus exactement, c'était leur prédécesseur, Nobel Pharma puis Antific. Ce système d'implant osseux a été inventé par le professeur Brandmark, qui, pour la petite histoire, est également l'inventeur de l'implant dentaire. Donc, c'est lui qui le premier avait créé ça. Et donc, c'était déjà, on a fait les premiers à Necker. Je crois que j'ai vu les premiers arriver en 89-90. Je débutais, j'étais en stage, on a vu les premiers implants arriver. C'était beaucoup plus complexe. Et donc, ce système cochléaire s'appelle la BHA Connect. Il existe sous trois formes. Une toute petite qui s'appelle la BHA 5, une plus puissante lorsque la conduction osseuse est moins bonne, qui est la BHA 5 Power. Et pour les surdités très labyrinthisées, où on n'a pas d'autre choix, une BHA 5 Super Power, beaucoup plus volumineuse, mais qui permet de regagner de la puissance. Et puis, on a le concurrent chez Oticon Medical avec la Ponto, avec les Ponto 3, 4, puisque maintenant on est sur la Ponto 4. Ce que vous voyez ici en bas à gauche, c'est une Ponto 4, qui est l'appareil de référence aujourd'hui parce que c'est de loin technologiquement le meilleur. Par contre, lorsqu'on a besoin de puissance, la Ponto 4 n'existe pas encore en version Power, raison pour laquelle on est encore sur les Ponto 3. La Ponto Plus, c'est terminé. Elle n'existe plus, excusez-moi de ne pas l'avoir enlevé. On est sur Ponto 3 Power et Super Power. Donc globalement, mon choix, moi, aujourd'hui, c'est que pour mettre un appareil sur des conductions osseuses normales ou subnormales, c'est la Ponto 4. Je la trouve supérieure aujourd'hui à la BHA 5, même si les deux systèmes fonctionnent très bien. Par contre, quand j'ai besoin de puissance, pour moi, la BHA 5 Power est aujourd'hui un petit peu meilleure que la Ponto 3 Power. Et elle a une meilleure communication en plus vers les systèmes électroniques, type téléphone, etc. Sur le plan chirurgical, je pense que Jérôme Devoux vous en parlera mieux que moi cet après-midi. Ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que vous avez le choix entre faire un pilier cochléaire ou un pilier oticon médical. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut quand même garder à l'esprit que quand vous mettez un pilier cochléaire, vous ne pouvez mettre qu'un appareil cochléaire. Tandis que quand vous mettez un pilier oticon médical, vous pouvez mettre soit un appareil oticon médical, soit un appareil cochléaire. C'est compatible avec les deux systèmes. Les systèmes transcutanés. Alors, le premier système transcutané est un système qui s'appelait l'Alpha de Sophono, qui a été créé par le professeur Ziegert en Allemagne. C'était le premier système existant à peau fermée, sans vis ostéo-intégrée, et donc adapté aux jeunes enfants chez qui on ne voulait pas ou ne pouvait pas mettre un pilier de 3-4 mm ostéo-intégré. Beaucoup moins efficace, certes, qu'un système à pilier, mais ça répondait à une vraie demande, et on en a mis beaucoup, notamment avec le professeur de Noyal à Necker, sur des oreilles aplasiques, et avec des bons résultats. Le problème qu'on a eu, c'est que le processeur, c'est-à-dire l'appareil lui-même, est un processeur avec une technologie ancienne qui n'évolue pas. Alors, on a eu un espoir, c'est que la maison qui fabriquait cet implant, qui était Sophono, a été rachetée par Medtronic, que vous connaissez tous, qui est le mastodonte des produits médicaux. En fait, ça a été pire. Ils ne s'en occupent absolument pas, ils ne l'ont jamais fait évoluer. Ça présente tellement peu chez eux que c'est passé totalement à l'oubli. Et qui plus est, eh ben, comme le processeur n'a pas la même performance que les autres systèmes, eh ben, il est déremboursé aussi. Donc maintenant, on ne peut plus le mettre et on se retrouve avec des enfants implantés sur lesquels on est obligé de bricoler et de galérer parce qu'on a un processeur qui n'évolue pas, malheureusement. Et pourtant, l'idée était bonne et a quand même apporté un confort à beaucoup d'enfants. Cochlear a également sorti plus tard son système transcutané, qui est ce qu'on appelle la BHA, cette fois-ci Attract, avec un aimant sous-cutané et un aimant par-dessus. Alors, c'est pas très joli sur le plan esthétique, parce que c'est relativement gros, même si on peut mettre des appareils plus petits que celui que je vous ai mis sur la photo aujourd'hui, mais c'est quand même très exposé sur l'extérieur, donc c'est pas discret. Il faut pas oublier, alors ça marche, sinon ça donne des résultats tout à fait convenables. Il ne faut pas oublier que la différence par rapport au système précédent que je vous ai montré, c'est que là, j'ai quand même une vis ostéo-intégrée qui est la même que celle d'un pilier.
Alors, ça a l'avantage que si un jour on veut regagner de la performance, eh ben, on peut transformer ce système transcutané en système percutané, puisque la vis est là, on met juste un pilier percutané, mais que ça ne répond pas aux besoins qu'on a chez le tout petit, chez l'enfant, parce qu'on ne peut pas leur mettre ce système à tract. Ensuite, on a ce qu'on appelle les systèmes non plus passifs mais actifs. La différence entre un système osseux implanté passif et actif, dans le système passif, le vibrateur est à l'extérieur. C'est-à-dire dans tout ce que je vous ai montré précédemment, c'est l'appareil lui-même qui vibre et qui envoie la vibration vers un pilier ou un système aimanté inerte qui est implanté. Dans le système actif, la partie externe n'est qu'un processeur de son, un micro et un traitement du signal et la pile, et on envoie le signal à une partie active qui est, elle, implantée et qui vibre à l'intérieur du crâne. On a un système vibrant qui s'appelle le Bone Bridge de Medel, avec un appareil qu'on appelle le Samba 2 Bone Bridge, mais qui pour l'instant n'est pas remboursé. On espère, il y en a un plus petit qui est sorti, moins invasif, donc on espère qu'il sera remboursé bientôt, mais pour l'instant, on ne le fait pas, sauf dans le cas d'essais cliniques, parce qu'il est intégralement à la charge du patient. Par contre, le VSB, avec la vibroplastie, qui est le fait d'aller positionner une masselote que vous voyez ici sur un étrier résiduel ou maintenant sur la courte apophyse de l'enclume, ce sont les travaux de Necker, de Charlotte Serrier aussi, qui a démontré que ça marchait très bien. On peut le mettre sur la fenêtre ronde, mais c'est plus discuté. Et on a toujours ce Samba 2, qui est le processeur que vous voyez en haut à droite, en version low et high, suivant la puissance dont on a besoin. C'est une chirurgie qui est différente, puisque là, on est sur une vibroplastie, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller se clipper sur la chaîne ossiculaire, sur l'étrier résiduel ou la courte apophyse, donc un peu plus compliqué qu'un pilier. Par contre, c'est probablement le gold standard au niveau de la qualité sonore, à mon sens. Sur la satisfaction des patients, vous avez à la fois un appareil qui est plus plat et moins invasif sur l'extérieur. Vous avez une amélioration de la qualité sonore parce que ça n'est plus un système qui fait vibrer toute la boîte crânienne, on a une meilleure bande passante et on a des très très bons résultats. Par contre, ça n'est pas applicable à tout le monde. Il faut encore une fois un étrier résiduel ou une apophyse suffisante pour se clipper. Un petit mot du Carina, qui a disparu. Cochlear l'a retiré du marché en 2019 et qui était le seul système existant actuellement intégralement implantable, où même le processeur était dedans. Donc on continue bien sûr à assurer le suivi des patients implantés en Carina. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Les résultats étaient bons, hein, et c'était le seul appareil qui vous permettait de dormir avec, de nager avec, de tout faire. Il n'a jamais été pris en charge, donc c'était uniquement dans le cadre soit de PHRC, soit d'essais cliniques. Mais voilà, pour l'instant, devant l'absence de remboursement, l'absence de prise en charge, il a été retiré. Et en fait, les fabricants sont en train de se diriger vers d'autres options tout implantables qui devraient voir le jour prochainement. Mais on ne peut plus aujourd'hui faire de nouveaux Carina à des patients. Alors, ce qui a bouleversé notre quotidien, ça a été les modifications en 2019, fin 2019, de la prise en charge financière. Ça faisait des années qu'on se battait pour obtenir une meilleure prise en charge. Il faut savoir que le coût d'un système BAHA, un système BAHS, c'est-à-dire Bone Implant Hearing, Bone Anchored Hearing System, ou d'une Soundbridge, était auparavant, alors tout au début, pour la Soundbridge, de près de 3 800, 3 600 euros, sans aucune prise en charge, ni sécurité sociale, ni mutuelle. Pour les BHA Ponto, de 3 800 à 3 900, avec une prise en charge qui d'abord a été de 119 euros, puis de 900 euros, avec une meilleure prise en charge, mais avec toujours un très gros reste à charge pour les patients. Depuis 2019, que ce soit la Soundbridge ou tous les systèmes Ponto BHA sont intégralement pris en charge par les CPAM, aucune intervention de la mutuelle, et ils sont pris en charge intégralement, que le patient soit à 60% ou à 100% dans le cadre d'une AID. Donc, tous les patients, quels qu'ils soient, bénéficient d'une prise en charge totale des Soundbridge en vibrante et des BAHS. Par contre, tous les autres systèmes ont été déremboursés. Toutes les autres conductions osseuses existantes ne sont pas remboursées. Donc, bien sûr, les systèmes de référence aujourd'hui sont ceux que je viens de vous montrer. En système
non implanté, la Sandarc, les bandeaux, et en système implanté, Ponto, BAHA et Vibrant Sandbridge. Voilà, on a gardé un petit temps pour les questions si vous en avez sur n'importe quelle partie du cours, à l'exception bien sûr l'exception de la partie chirurgicale que vous voyez cet après-midi. Mais n'hésitez pas, si vous avez une question quelconque, on a un petit quart d'heure, 20 minutes. Sinon, je vous libère naturellement avec plaisir s'il n'y a aucune question. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une petite question. Est-ce que c'est possible de réexpliquer ce que c'est que le démasquage binaural? J'ai pas tout à fait compris. Le démasquage binaural, c'est la capacité innée, donc cérébrale, lorsqu'on a une audition équilibrée et bonne sur les deux oreilles, d'éliminer un bruit par rapport à un autre signal. Et ça se fait sur un déphasage du son lorsque le même son est perçu par les deux oreilles simultanément. Et l'exemple type que je citais, c'est que quand vous êtes dans un milieu bruyant, vous allez spontanément orienter, imaginons que vous ayez un milieu très bruyant, vous avez une personne en face de vous, et vous allez voir que pour l'entendre mieux, vous allez rester en face d'elle, mais vous allez décaler la tête très légèrement de 15-20 degrés, de façon à ce que le bruit vous arrive de partout et que vous décaliez la zone de perception de la voix très légèrement sur un côté pour que vous l'entendiez un tout petit peu mieux sur une oreille que sur l'autre, de façon à déphaser, justement. Et la façon de le vérifier, c'est ce que vous avez écrit sur le plan audiométrique, c'est que vous allez mieux comprendre la parole si je vous mets simultanément au signal de parole, qui par exemple est à droite, si je vous mets du bruit des deux côtés, si c'est le même bruit bien sûr, que si je ne vous le mets que d'un côté. C'est-à-dire que le démasquage binaural, c'est que vous avez besoin de vos deux oreilles qui perçoivent un bruit simultanément pour l'éliminer. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans des cas de surdité unilatérale n'ont pas d'amélioration dans le bruit. Et que même le cross leur donnera très peu d'amélioration dans le bruit, parce qu'ils n'ont plus ce démasquage binaural. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne suis pas au courant pour le cours de cet après-midi, mais si c'était le docteur Nevoux qui devait le donner, effectivement, il doit être reporté parce que le docteur Nevoux, sa femme a accouché hier. Donc, ça me paraît effectivement raisonnable. Je vous mets mon adresse mail à la fin. Je donne le cours à Madame Novak, donc bien sûr qu'il mettra en disponibilité. Et ça, c'est mon mail, donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Je vous l'ai mis sur le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Merci de m'avoir écouté.